gouvernement israélien, l'Union des banques suisses. Enfin bon, il a des ennemis à sa taille. J'ai oublié le groupe Total. Le groupe Total aussi est son ami. Voilà. Et il a adhéré 75 ans. Il y avait un programme qui prévoyait la socialisation de la SNCF, des usines Renault, qui commençait à réfléchir à la sécurité sociale. Il y avait énormément d'avancées à l'époque. Il y a 75 ans, donc Jean, avec son livre « Le capitaliste expliqué à ma petite fille », va peut-être nous répondre à la question où on en est, est-ce qu'on a progressé en 75 ans. Je vais vous dire ma gratitude profonde aux citoyens résistants d'hier et d'aujourd'hui de m'avoir invité. C'est un grand honneur. Je suis vraiment ému d'être ici à l'occasion de cette cérémonie de souvenir, de mémoire du combat de la résistance d'hier. Je suis vraiment très honoré. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie d'être là ce matin, si nombreux, samedi matin sous la pluie, c'est quand même formidable. Et j'espère surtout que nous aurons une discussion. Le grand chef à ma droite qui organise ce débat, je crois que nous discutons ensemble pendant 3 quarts d'heure, non ? Et puis surtout, discuter avec vous. Pour moi, c'est ça la chose évidemment la plus importante, d'avoir les avis, la discussion, les analyses des militants qui sont ici, si nombreux, et encore une fois, merci beaucoup de l'honneur que vous me faites. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ouais, je te pose une question. Voilà, le capitaliste expliqué à ma petite fille, donc si la petite Zora peut comprendre, est-ce que tu pourrais expliquer pour la salle en quoi consiste le capitalisme et pourquoi c'est un problème? C'est une question idiote. Oui, alors, l'occasion de cette invitation, c'est ce petit livre que je viens de publier, Le capitalisme expliqué à ma petite fille, en espérant qu'elle en verra la fin. Moi aussi, je viens de l'avoir. En espérant qu'elle en verra la fin. C'est un livre de dialogue. J'ai 5 petits-enfants. Ils posent des questions et les enfants posent des questions justes, sont sans pitié si la réponse est confuse. C'est tout le monde qui est parent ou grand-parent sait ça. Et la question est de savoir d'où vient le capitalisme, quel est l'ordre du monde qu'il a fait et comment surtout on peut l'abattre. Quand on parle du mode de production capitaliste, on est tout de suite confronté à un paradoxe. D'une part, le mode de production capitaliste, c'est certainement le mode de production le plus créateur, le plus dynamique, le plus inventif que l'humanité ait connu. Dans la chimie, par exemple, ce nouveau molécule, un nouveau médicament né tous les 3 mois, à Wall Street, un nouvel instrument financier né tous les mois, des milliers de satellites tournent autour de la Terre. La succession des révolutions scientifiques, technologiques, électroniques est absolument vertigineuse. Ce capitalisme, ce mode de production capitaliste qui a pris le pouvoir d'État et social avec la Révolution française il y a 250 ans, est certainement, je le répète, est certainement le mode de production le plus dynamique que l'humanité ait connu. Vous savez, jusqu'en août 91, un an sur 3 vivait sous un régime communiste sur cette planète. L'Union soviétique a implosé en août 91 et dans les premiers 10 ans, et le mode de production capitaliste qui était régionalement limité a conquis le monde comme un feu de brousse. Ça a installé une seule instance de régulation centrale qui est la main invisible du marché, a créé une théorie de légitimité qui a bétonné la conscience collective qui s'appelle le néolibéralisme, une sorte
d'obscurantisme, mais extrêmement puissante, parce que les maîtres du monde dominent les médias. Et dans ces premiers 10 ans, uniquement ces premiers 10 ans, après l'effondrement de l'Union soviétique et la prise de pouvoir mondial des oligarchies capitalistes, le produit mondial brut, donc de toutes les richesses produites en une année sur la planète, le produit mondial brut a doublé, le commerce mondial a triplé, a brisé le fameux plafond des 6 000 milliards de biens échangés, et la consommation d'énergie doublé 4 ans. Donc une productivité absolument extraordinaire. Capable de produire des biens, de répondre aux besoins des hommes, a créé un ordre du monde, un ordre social du monde, qui est un ordre cannibale. Je vous donne quelques chiffres, je ne sais pas vous ennuyer trop, les professeurs. Je vais me limiter, mais après quelques chiffres au début, pour vous montrer cet ordre cannibale du monde. Tous les 5 secondes, un enfant en dessous de 10 ans meurt de faim ou de cécité immédiate. 2 milliards d'êtres humains, nous sommes 7, 8, 8, 3 milliards maintenant, 2 milliards d'êtres humains n'ont pas accès régulier à l'eau potable non nocive. Tous les ans, dans l'hémisphère sud, meurent de maladies, d'infectieuses, malaria, etc., depuis très longtemps vaincus par la médecine. Autrement dit, vous savez, ce paradoxe, je reviens c'était ce moment-là, le paradoxe, extraordinaire capacité, mais l'ordre du monde qui est né de ce mode de production capitaliste et de ceux qui le dominent est un ordre cannibale, est un ordre destructeur, et en plus un ordre absurde, puisqu'il tue, mais il tue sans nécessité. Je prends de nouveau le problème de la faim, puisque j'étais pendant 8 ans rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation. J'ai dit tout à l'heure, tous les 5 secondes d'un enfant en dessous de 10 ans meurt de faim. L'organisation spécialisée des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, qui donne les chiffres des victimes, qui sont discutés, contestés par personne, même pas par les pays réactionnaires, le même World Food Report dit que l'agriculture mondiale, par l'étape actuelle du développement de ses forces de production, pourrait nourrir normalement 12 milliards d'êtres humains, donc pratiquement le double de l'humanité actuelle. Si l'accès à la nourriture n'était pas conditionné par le pouvoir d'achat, mais obéissait à des normes de distribution organisationnelle, sociale, juste. Toute forme de mortalité confondue. L'année dernière, 72 millions d'êtres humains ont quitté la planète, dont 21% sont morts de faim. Autrement dit, sur une planète qui déborde de richesses, la faim aujourd'hui est encore de très loin la cause de mortalité la plus importante. L'ordre cannibale du monde, qui est caractérisé par la dictature exercée par les oligarchies du capital financier globalisé. Je vais l'évoquer. Banque mondiale, annuelle 2018. Les 500 plus grandes sociétés transcontinentales privées qui gouvernent ce formidable mode de production, qui dirigent le savoir problématique, comme on dit en sociologie, qui organisent les révolutions scientifiques, technologiques, électroniques, les 500 plus grandes sociétés transcontinentales privées, tous secteurs confondus, banques, services, industrie, etc., ont contrôlé l'année dernière 52,8% du produit mondial brut. Donc 52,8% de toutes les richesses, marchandises, capitaux, services, etc., produites en une année sur la planète. Ces sociétés transcontinentales privées ont un pouvoir comme jamais un roi, jamais un empereur, jamais un pape n'a eu sur cette planète. Échappe à toute forme de contrôle étatique, interétatique, social, syndical, parlementaire. Échappe à toute forme de contrôle. Et ont une seule stratégie, la maximalisation des profits
dans le temps le plus court et à n'importe quel prix humain. Ces oligarchies ont créé une dictature qui détermine la politique, qui est supérieure, qui dicte sa loi aux États les plus puissants du monde. Une dictature comme l'humanité n'a jamais connue, qui est marquée évidemment par une inégalité incroyable, je l'ai dit tout à l'heure. Ces oligarchies sont très minces. Je vous donne quelques exemples. L'année dernière, Oxfam, le rapport de décembre 18, les 36 fortunes, les 36 milliardaires les plus fortunés du monde ont contrôlé l'année dernière autant de valeurs patrimoniales que 4,7 milliards d'êtres humains, la moitié la plus pauvre de l'humanité. Donc une monopolisation entre les mains de quelques oligarchies très réduites du pouvoir idéologique, du pouvoir politique, du pouvoir financier, du pouvoir économique et souvent du pouvoir militaire. Souvent il est avare de compliments, le camarade dirigeant est avare de compliments. Je vous donne 3 exemples, très vite. 3 exemples, pas parce que j'ai vu comment au Kivu du Nord, au Maniema, au Kivu du Sud, ou dans l'Est du Congo, est produit le coltan. Le coltan, c'est un minéral très rare, mais essentiel. Le coltan se produit dans des roches très fiables, donc les puits sont très étroits et seuls des enfants de 10-12 ans, garçons, filles, peuvent être descendus le long des cordes dans ces puits. Les miliciens qui gardent les enclaves minières abusent des enfants, le salaire est misérable, les enfants sont terrorisés tous les matins, descendus, vont quand même descendre, suivre les recruteurs qui se promènent dans les villages Bafouler, Obachi, etc., Patété, alentour, parce qu'ils savent parfaitement que leur maigre salaire, s'ils ne suivent pas le recruteur, à la maison, leur père, mère, frères et sœurs vont mourir. Rio Tinto, etc., les grands trusts miniers ont mobilisé, ont hurlé, c'est contre la liberté du marché, c'est une intervention normative dans la liberté du marché, c'est inadmissible, etc. Bon. Trump est arrivé au pouvoir 3 mois après. La 3e mesure qu'il a prise en janvier 2017, c'était de supprimer ces plans. De supprimer ces plans. Président de la plus grande puissance économique du monde, dictat de l'oligarchie minière, abolition de la loi. Les prix alimentaires montent tout le temps de façon spéculative, bien sûr, mais le World Food Index est ascendant, très rapidement ascendant. Une des raisons pour que les prix alimentaires du monde augmentent, je ne parle des aliments de base, on appelle aliments de base, riz, blé et maïs, qui couvrent à peu près 75% des besoins de base, des aliments de base. Les aliments de base sont négociés en bourse. À l'UBS à Genève, j'ai eu assez de processus de tout, donc je ne vais pas les qualifier. Chez les philanthropes de l'UBS, vous pouvez acheter des certificats sur le riz. Certificats rice certificats. C'est rien de et vous êtes sûr de gagner beaucoup d'argent sur 5-6 ans à cause de la spéculation sur le riz faite par l'UBS. Et donc, une des raisons pour que je voulais juste vous raconter une anecdote très rapidement. Pour l'ONU, je suis parfois en mission en Bolivie. Là, on arrive à 4200 mètres à El Alto, l'aéroport. Donc, je reste d'abord quelques jours en bas sur le Pacifique, à Lima, sur la côte, pour respirer un peu. Dans le sud de Lima, tel des hommes en crèche, je me suis posté à 4h de l'après-midi quand le soleil baisse, devant le dépôt de riz. Là, quand s'est formée la queue des mères. Je suis resté jusqu'à minuit, je n'ai pas vu une mère, peu importe le nombre d'enfants qu'il a à la maison,
qui a acheté ne serait-ce que demi-kilo de riz, tellement les prix étaient élevés, demi-kilo de riz. Le riz a été acheté dans des complets de plastique. La mère va à la maison, fait du feu sous la casserole, quand l'eau bout, elle verse le gobelet dans l'eau bouillante. 3 semaines avant, le 8 octobre, le président Sarkozy annonce à TF1, au journal du soir, que la France avait fait la proposition d'interdire la spéculation boursière sur des aliments de base pour réduire les prix mondiaux. Quand arrive, la France retire sa proposition. Parce que dans les 3 semaines entre TF1, l'annonce Sarkozy et Cannes, les trusts multinationaux de l'alimentation, Nestlé, Unilever, etc., ont mobilisé, fait pression sur l'Élysée, ils disent c'est pas possible, on n'accepte pas. La France a retiré. Bon, on peut aimer Sarkozy ou pas, moi je ne le plutôt pas, mais c'est le président élu de la République française, la deuxième puissance économique de ce continent. Là, de nouveau, dictat terminé. Le dernier exemple que je voudrais donner de ces dictatures des oligarchies du capital financier globalisé, nous vivons concrètement, c'est le problème du climat. Vous savez que, enfin, ça je dis des banalités, la COP Paris, donc cet accord 180 États, dont les plus grands, Chine, États-Unis, France, etc., se sont réunis à Paris 2015 et ont signé un accord. Et on dit, nous devons tout faire, nous, gouvernement qui signons, pour que, jusqu'à la fin de ce siècle, 2100, le réchauffement climatique, donc l'expulsion de CO2 dans l'atmosphère, n'augmente pas plus maximal de 1,5 degré. Sauf va se produire avec une certitude scientifique, les océans vont monter puisque les pôles vont fondre, tu vivras, si les océans augmentent à 1, 2, 3 mètres, les archipels habités, bien sûr, du Pacifique du Sud disparaîtront. Il aura dessèchement des terres agricoles, des 11 millions de kilomètres carrés qui sont utilisés pour l'agriculture sur la planète, dessèchement, famine généralisée, migration par dizaines de millions des survivants, etc. Il aura destruction ce qu'on appelle le ménage des pluies et des vents, les ouragans vont se suivre, destruction, etc. catastrophe. En 1,5. Qu'est-ce qui s'est passé dans le 4 ans? Il y a, alors là, il y a un chapitre 5 dans l'accord de COP qui est Beyond Petroleum, au-delà du pétrole, Et là, spécifiquement, il est dit que 80% du CO2 qui va dans l'atmosphère, qui provoque, etc., le réchauffement climatique, et vient des énergies fossiles. Gaz, pétrole, essence, des énergies fossiles, qui sont dirigées, qui sont à 85% par 5 multinationales. Exxon, Chevron, Shell, BP, Total, etc. Et il est demandé aux États d'obtenir de ces 5 géants du pétrole, essentiellement, la réduction jusqu'à 2030 de moitié de leur production, de leur forage et de leur production, la moitié jusqu'à 2030, et deuxième obligation, de payer, de verser de leur revenu net, qui était de 82 milliards de dollars l'année dernière pour les 5 ensemble, 42% de leur revenu net par an au développement des énergies alternatives, solaire, hydraulique, etc. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé?
pour les 5 géants pétroliers ensemble, la production a augmenté de 19,8% en moyenne, et les revenus qu'ils ont générés l'année dernière, au lieu des 42% attribués au développement des énergies alternatives, seuls 5% ont été affectés aux énergies, au développement, recherche, etc., des énergies alternatives. Les États signent sur la base d'indications scientifiques impératifs, contraignants, et la maximalisation du profit, les stratégies des multinationales continuent comme avant, échec total du pouvoir normatif de l'État, mais en face d'évidence scientifique évidente, et le conseil scientifique qui siège, du climat qui siège à Genève, dans ce bâtiment que vous connaissez la de Lausanne, l'UR Béton, qui est l'Organisation mondiale météorologique, dit que si ça continuait ainsi, et notamment par la pratique des sociétés multinationales de pétrole, nous aurons à la fin de l'année 6 ou 7 degrés de réchauffement climatique supplémentaire. Donc la catastrophe. En face de la catastrophe, l'oligarchie continue à détruire cette planète, à mettre en danger aussi la survie de l'humanité. Il ne faut pas dire qu'on est éternel, toi peut-être, mais enfin, normalement, non, comme Lévi-Strauss, le grand homme sociologue, Lévi-Strauss a dit l'histoire a commencé sans les hommes, il finira sans elles. Sans les hommes, c'est une possibilité qui devient de plus en plus une probabilité. Alors évidemment, il y a une question psychologiquement. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un PDG de Total, de British Petroleum, d'Exxon, de Chevron, etc. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe une chose que j'appelle le phénomène Titanic. Vous savez que le Titanic, le bateau, 12-13 avril 1912, a sombré, mais a sombré très très lentement, a heurté la veille au tombée du jour, le fameux iceberg, déchirement de la coque, etc., pompage et tout ça, mais la descente, la destruction finale était très lente, c'était pendant 9 jours, et 9 heures. Et pendant des heures et des heures, que les passagers aux revenus très faibles, les pauvres, en bas, dans le 4e et 5e, etc., étage, mouraient, étaient déjà noyés. L'orchestre jouait à l'étage de luxe. La danse, l'orchestre, etc. Inconscience totale, et c'est que le lendemain à 4 heures que les 1500 derniers survivants, ceux qui n'avaient pas eu canot, de 1504 personnes ont disparu. Donc une sorte d'inconscience incroyable de ceux dans les étages luxueux. Ça c'est exactement une explication, une inconscience. C'est la contrainte, parce que les oligarchies entre elles vivent sur la loi de la jungle, se combattent, se déchirent, etc., ne s'unissent que pour défendre le système et pratiquent une stratégie meurtrière qui finalement est suicidaire. Les jeunes qui vont suivre tous les vendredis maintenant, depuis le 15 mars, dans l'émission Friday for Future, c'est-à-dire vendredi pour l'avenir. C'est incroyable de mes 5 petits enfants, 2, ils n'ont pas besoin d'aller à l'école, donc ils vont manifestent, et des choses extraordinaires se passent à Genève, Genève, l'état le 15 mars, j'étais sur le bord du trottoir. Ceux qui connaissent Genève, il y avait 8000 jeunes
collégiens, apprentis, garçons, filles, etc., dans la rue. Le Crédit Suisse, qui est une des banques qui finance le plus l'industrie pétrolière, le bouc du Crédit Suisse, là, est à côté de la gare, à la place Cornell. Le cortège s'est arrêté. Et une jeune fille, avec le mégaphone, parce qu'il y a la musique, les trompettes, les tambours, etc., avec le mégaphone, une jeune fille devant le Crédit Suisse, et il y avait 8000 jeunes dans ce cortège, selon la tribune de Genève, qui ment en général, et donc ça devrait y avoir encore plus. 8000 jeunes, incroyable. Et cette jeune fille dans le mégaphone a dit « Noyez les banquiers et pas la banquise ». Donc il y a une sorte de radicalité qui s'installe face, c'est beau, hein, noyer les banquiers et pas la banquise. Je ne sais pas qui a inventé ce slogan, enfin, c'est là qu'il a été articulé. Il y a une radicalité, une espérance extraordinaire, parce que ce mouvement va aller loin, chaque vendredi ils sont plus. Partout dans de nouvelles, ils sont certainement des millions si on prend Europe, Amérique du Nord, maintenant Brésil, Palestine, etc. Une sorte de radicalité dans la revendication. Là, le grand chef va m'engueuler. Provisoirement. En disant, nous sommes dans une situation de lutte de classe planétaire. Comme disait Marx, nous sommes même arrivés à la phase paroxystique de la lutte des classes. Mais c'est une lutte de classe tout à fait particulière que Marx n'avait pas promis dans cette dimension-là. Je vous cite la 17e fortune la plus puissante du monde, c'est Warren Buffett, le spéculateur boursier Warren Buffett. Et Warren Buffett a été interviewé par CNN et son interview a été transcrit par le New York. Warren Buffett dit aux journalistes, plus d'abord en anglais et ensuite en français, There is class war, all right, but it's my class, the rich class, that's making war, and we are winning. C'est vrai, il dit aux journalistes, il y a une lutte de classe, mais c'est ma classe, c'est ma classe, la classe riche, qui mène cette guerre, et on est en train de la gagner. On est en train de la gagner, contre les peuples, etc. Donc, le capitalisme doit être détruit avant qu'il nous détruise, y compris la planète. Je ne comprends pas très bien ce que vous dites. D'une part, vous dites ce capitalisme, notre production capitaliste, est une inventivité, une capacité de création de richesse, d'innovation, etc. Tellement extraordinaire, et en même temps, vous dites qu'il faut le détruire. Est-ce qu'on ne peut pas le réformer, l'humaniser, le civiliser, l'amender? On ne peut pas. C'est celui. La seule indication que nous avons, évidemment, c'est l'histoire. Moi, je suis un matérialiste et communiste, donc ce qui m'intéresse, ce qui est ma référence, et à vous aussi, pour le communisme, c'est la matérialité des faits. C'est constater ce qui s'est passé. Et vous prenez n'importe quel système d'oppression humain que l'histoire a connu, aucun n'est réformable. La société esclavagiste, 350 ans, déportation de 42 millions de personnes à travers l'Atlantique Sud et Nord, elle a disparu avec l'esclavage, le dernier pays à avoir avec l'esclavage 1888, c'est pas loin, c'était le Brésil, le décret de la princesse Isabelle. Eh bien, la société esclavagiste ne pouvait pas être réformée, humanisée. Ou bien un homme est un homme, ou bien un homme est une chose. Peut-être vendu, torturé, exploité comme une chose. Le colonialisme, le 1er janvier 1954 en Algérie,
eh bien, l'Ouest, l'organisation spéciale, l'avant-garde de la révolution algérienne, a déclenché la lutte armée pour récupérer la souveraineté, l'indépendance, la dignité du peuple algérien. Et 7 ans plus tard, juin 62, après 2 millions de victimes, y compris les déplacés, etc., eh bien, le peuple algérien a acquis la République algérienne et le peuple algérien a acquis l'indépendance, l'autonomie, la souveraineté, l'autodétermination. Piller un peu moins, torturer un peu moins, dominer un peu moins, non. Non. Ou bien la souveraineté, égalité, souveraineté, autodétermination des peuples, où il n'a pas. Deux autres exemples, parce qu'il faut vraiment que vous soyez convaincus de ce que je vous dis. Enfin, ce serait bien. La discrimination des femmes au XIXe siècle, des philosophes français, pas les moindres, ont cogité, ont publié, sont interrogés pour savoir si les femmes avaient une âme. Non, Suisse, pour prendre ce pays un peu corrompu, mais quand même très intéressant, le droit de vote des femmes, c'est 71. 1960, vous imaginez? Je peux en parler dans deux mots. 71. La discrimination des femmes, eh bien, c'est un système d'oppression qui ne peut pas être réformé. Ou bien la femme est l'égale de l'homme, juridiquement, économiquement, constitutionnellement, ou elle ne l'est pas. Elle a les mêmes droits ou elle n'a pas les mêmes droits. Elle ne les a toujours pas, en tout cas en Suisse, pour l'égalité des salaires. Donc les systèmes d'oppression français, eh bien la féodalité, la monarchie, l'arbitraire du pouvoir monarchique, le roi, soit peut-être son épouse, on aurait pu faire que c'était lui, enfin, que le roi soit physiquement éliminé, que la République soit proclamée en 1793, que la République s'installe dans les ruines d'un pouvoir féodal détestable. On ne pouvait pas négocier avec les féodaux un régime intermédiaire. Même chose, je le répète un peu obstinément, le capitalisme doit être détruit le plus rapidement possible parce qu'il est en train de détruire notre planète, notre dignité, notre existence d'homme. Parce que deux soulagement. Mais il reste deux questions qu'il faudrait discuter après. C'est comment la battre et qu'est-ce qui vient après. J'ai essayé de me défiler parce que les questions les plus difficiles. Là, tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, c'est la raison analytique, c'est l'empirie, historique, l'idée devient-elle force sociale modificatrice de réalité? En fait, les vieux marxistes allemands, Adorno, Horkheimer, Benjamin, Marcuse, etc., les vieux marxistes allemands, sociologues, je ne sais pas combien de personnes sur les routes comme réfugiés, persécutés, déplacés internes, franchissant les frontières, Syrie, Darfour, Yémen, Gaza, effroyable, pas un casque bleu, pas un corridor humanitaire, pas un no-fly zone en Syrie depuis 2011, des massacres partout, les chiffres de la faim et des maladies épidémiques dans le tiers-monde, je vous les donnais tout à l'heure, savoir factuellement maintenant. Mais je regarde l'histoire de nouveau qui est la seule certitude, le seul traité, le seul enseignement que nous avons, la seule certitude, empiriquement, matériellement. Nulle part dans l'histoire, quand l'incarnation a eu lieu, elle a eu lieu, quand le monde nouveau est venu au monde,
quand l'ancien monde a été détruit, mais totalement, complètement détruit, l'oligarchie a volontairement démissionné, a volontairement cédé ses incroyables privilèges, sa puissance totalement démesurée. Ça ne s'est jamais passé d'une façon pacifique. C'est la seule chose que je peux dire. Et il me semble que cette oligarchie maintenant, qui est la plus puissante qui n'ait jamais existé dans l'histoire des hommes, et qui a créé cet ordre carnaval du monde, et qui a attribué ses privilèges, ses fortunes, ses extraordinaires, extravagantes bénéfices, va un matin se réveiller sur les Champs-Élysées, enfin pas de l'Élysée, c'est le mercenaire de l'oligarchie, évidemment, va se réveiller et dire ah, je prends l'avion, je vais jouer au golf en Floride, terminer, je cède mon empire, mes empires, mes comptes, etc. On s'insurge. Je ne crois pas que ça se passera sans violence. Et il faut rester vigilant, prêt à exercer comme les résistants. C'est ça qui est formidable, cette permanence de l'histoire. Comme il y a 75 ans, les résistants, ils étaient porteurs de l'utopie d'une France, non seulement libre, mais autre, plus juste, plus solidaire, enfin, concrètement la sécurité sociale, le droit de l'homme, la nationalisation du crédit, etc., qui portaient en eux cette utopie, qui l'ont incarnée dans l'insurrection, dans le mouvement armé. Eh bien, ils ont dû prendre des armes pour briser Vichy, pour chasser, enfin, avec les Alliés, bien sûr, mais sans la résistance, en tout cas après le débarquement, mais déjà avant, eh bien, la libération de la France et la naissance de cette société plus juste n'aurait pas eu lieu sans violence. Sans violence. Et donc, la résistance est une des pratiques collectives exemplaires qui nous montre la fonction thérapeutique de la violence. Et donc, à notre question, je réponds ça. On ne peut pas savoir, mais il me semble pratiquement impossible que la contre-violence, celle qui s'est manifestée dans la résistance, ne va pas non plus être mobilisée, nécessaire au moment final de l'affrontement avec l'oligarchie. Voilà. Moi, je souhaite. Alors, d'abord, il y avait une prise de parole de ce côté, en fait. Une seconde, Christian. Merci. Alors, merci d'être là déjà. Et... Mais c'est Luclin qui m'a terrorisé. Samedi, dimanche, tu dois venir. Bref. Alors, merci à lui. C'est lui qui faut remercier. Et moi, j'ai une question en fait. Vous parliez avant de ces systèmes d'oppression, de l'impossibilité peut-être de les réformer. Et du coup, moi j'avais une question, je vais me permettre un petit raccourci pour pas assommer tout le monde. En gros, ma question c'est est-ce qu'il faut brûler l'ONU? Et quand je dis l'ONU, c'est le système de gouvernance internationale. Et donc c'est une question qui s'adresse à vous qui avez passé une partie importante de votre carrière dans ce système de gouvernance supranationale, internationale qui est devenu global aujourd'hui et qui fait partie peut-être, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui a des aspects problématiques, en tout cas qui fait partie du problème au moins. Mais est-ce que éventuellement il ferait partie de la solution? Enfin, ça m'intéressait d'avoir votre avis là-dessus, sachant que vous avez travaillé longtemps dans ce. Il faut l'ONU. Ah, c'est une question spécifique, l'ONU. Non, l'ONU est le système de gouvernance globalisé dans lequel vous avez travaillé et passé une partie de votre carrière professionnelle. Ouais, d'accord. Non, merci, excusez-moi. C'est pas que je suis sourd, mais je fais confiance à mon président. L'ONU, c'est un grand
problème. Actuellement totalement paralysé. Il n'y a pas un casque bleu en Syrie, pas un corridor humanitaire, pas une interdiction de vol dans les avions militaires, bombardement sur des quartiers. Aucune des mesures du chapitre 7 de la charte est là. L'ONU est paralysée essentiellement à cause du droit de veto, du veto qui existe comme un droit au Conseil de sécurité. Vous savez, l'ONU a 3 instances déterminantes. D'une part, l'Assemblée générale. L'Assemblée générale, c'est le Parlement de l'ONU qui fonctionne selon des règles radicalement diplomatiques. 193 États, pratiquement tous les États du monde, sont membres des Nations Unies, sauf le Vatican, mais là on n'a vraiment pas besoin. L'Assemblée générale est totalement démocratique. L'État le plus puissant, le plus démographiquement puissant du monde, c'est la Chine, 1,3 milliard d'êtres humains. L'État le plus petit, c'est Vanuatu, 55 000 habitants. La Chine et Vanuatu ont chacun une loi. Une loi. Ne peut pas être plus démocratique. Une loi. Ensuite, il y a le gouvernement de l'organisation, c'est le Conseil de sécurité, 15 membres en tout, 5 membres permanents et 10 membres tous les 2 ans élus au prorata des continents. Et l'ONU est la troisième instance, c'est le Conseil des droits de l'homme, où je suis, enfin, le Conseil consultatif. Le Conseil des droits de l'homme, c'est 47 États de nouveau élus par l'Assemblée générale au prorata des continents, donc 3 Européens, et le Conseil des droits de l'homme qui doit vérifier, contrôler la politique des 193 États membres des Nations Unies quant à leur fidélité, quant au respect des 33 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des conventions multilatérales annexes. Ça, c'est les 3 instances. Or, le Conseil, les 5 membres du Conseil de sécurité doivent être d'accord entre eux pour n'importe quelle mesure. Envoyer les casques bleus à Gaza pour enfin mettre fin à l'étouffement du ghetto de Gaza. Au ghetto, je prends cet exemple. Gaza, c'est 352 km², 2 millions d'habitants, enfermés depuis 2006, soumis à un blocus maritime, aérien, terrestre, effroyable, qui affame, pas de médicaments, etc. C'est 2 millions qui vivent dans le ghetto. Israël a une politique. Je n'ai pas dit l'Israël. Le gouvernement de droite d'Israël a une politique qui est un crime contre l'humanité en ce qui concerne Gaza. Les Nations Unies, pour État américain, rien. Darfour, l'ouest du Soudan, l'ancien sultanat du Darfour au Soudan, une guerre effroyable qui depuis 9 ans a fait plus d'1 million de victimes, de déplacés, de blessés, etc. La Chine protège Khartoum. La Chine protège pas le gaz parce que 11% du pétrole chinois importé provient de Port-Soudan, enfin, provient du Soudan. Vous prenez la Syrie, depuis mars 2011, l'insurrection jusqu'à maintenant, effroyable. C'est la Russie qui a la seule base maritime dans la Méditerranée à Tartous, l'attaque qui protège par ce veto Assad, ce criminel effroyable et sanguinaire, qui le protège et qui paralyse l'ONU. L'ONU ne peut pas prendre la moindre mesure quant à la Syrie. Je pourrais multiplier les exemples où, pour des raisons d'État, une grande puissance qui siège de façon permanente au Conseil de sécurité paralyse l'ONU en fonction de ses intérêts nationaux terminés. Donc c'est bien le problème de l'ONU. Mais là, je dis, il y a de l'espoir. Un peu, maintenant.
je vais tout de suite terminer, mais il faut être précis quand il s'agit de l'eau. D'où vient le droit de veto qui aujourd'hui est désastreux, qui crée cette paralysie et donc la permanence du bain de sang en Syrie, au Darfour, l'horreur de Gaza, etc. Le Yémen, exactement la même chose. Les Américains veto en faveur de l'Arabie saoudite qui massacre la population du Yémen. L'ONU est totalement absent de Sanaa, Hodeida, etc. de Yémen. D'où vient le droit de veto? C'est un moment très intéressant dans l'histoire diplomatique, de la diplomatie multilatérale. Août 1941, sur un bateau de guerre américain, la SS Augusta, dans une tempête, devant Newfoundland, devant la côte canadienne, Churchill, Premier ministre anglais en exercice, et Eleanor Roosevelt, président américain, se retrouvent, août 1941, et disent: le fascisme, nous allons le vaincre. C'est le moment où Hitler domine l'Europe complètement, domine l'Europe totalement, fait des avancées partout. La nuit est totale, les monstres de Berlin tiennent ce continent. Et ces deux visionnaires disent: le fascisme, nous allons le vaincre. Ça prendra 3 ans, ça prendra 30 ans, mais nous serons victorieux. Août 1941, c'est avant El Alamein, c'est avant Stalingrad. Et c'est même avant que les États-Unis entrent en décembre 1941, en décembre après, dans la guerre de Pearl Harbor. Et Stalingrad, c'est l'hiver 1942-1943. Où, pour la première fois, Hitler perd des batailles. La première fois, il y a une lueur d'espoir à l'horizon. C'est avant cela, c'est dans la nuit totale. Et ils ont cette vision. Et ils disent: nous allons construire un monde totalement nouveau, de justice, de solidarité, etc. Et ils votent, ils rédigent ensemble dans ces 3 jours, enfin leurs collaborateurs, la charte de l'Atlantique, qui est le projet qui sera ensuite la charte des Nations Unies après la guerre, 45, juin 1945, San Francisco. Ceux qui ont déclaré la guerre à Hitler ou au Japon ou aux deux avant le 8 mai 1945 seront invités, car ils seront 43 États, seront invités comme signataires de la charte de l'Atlantique. Et cette charte de l'Atlantique est totalement démocratique. Et tout à coup, Churchill affronte Roosevelt. C'est fou, ça ne va pas. Regardez, Churchill évidemment est contemporain de Hitler. Regardez ce qui est arrivé en Allemagne. République de Weimar, élections libres, etc., etc. Novembre 1932, les nazis gagnent les élections au Reichstag, pas à majorité absolue, mais relative. Hindenburg, le président de la République le maréchal Hindenburg de la République de Weimar, appelle, comme la Constitution l'engage, appelle le chef du parti avec un plus grand nombre de députés au Reichstag pour former le gouvernement. Janvier 1933, Hitler devient chancelier du Reich. Et mars 1933 fait voter les lois qui abolissent le Parlement, qui liquide, qui instaure le Troisième Reich, cette tyrannie des plus effroyables que le monde ait jamais connue et qui va durer 12 ans. Et Churchill dit à Roosevelt: tout ça peut se reproduire. Vous avez fait maintenant une organisation totalement démocratique, avec une assemblée générale totalement démocratique, je l'ai dit, qui est totalement démocratique, mais qu'est-ce qui vous prouve ou qu'est-ce qui vous assure qu'elle ne devienne pas folle à un certain moment, que quelque chose se passera et cette assemblée générale déraillera et liquidera les principes mêmes sur lesquels est fondée la nouvelle
organisation. Il nous faut un frein d'urgence, il nous faut une garantie. Et la garantie, c'est le droit de veto. Il faut que les 5 vainqueurs de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, et grâce à la résistance de Gaulle, qui doit imposer, a réussi à imposer la France parmi les 5. C'était chapeau, il fallait le faire. Contre l'hostilité des Américains, la France est jusqu'à maintenant parmi les 5. Et je dis, c'est la garantie. C'est la garantie que les 5 vainqueurs peuvent empêcher ce terrain-là. Et donc, voici le droit de veto. À l'époque, c'était totalement juste, à mon avis, ça c'est un jugement tout à fait personnel. C'était certainement une nécessité. Aujourd'hui, c'est une catastrophe. Kofi Annan a magnifique, avec 18 ans de Genève, magnifique, il vient de mourir. Kofi Annan a quitté le secrétariat, donc son deuxième mandat en 2006. En décembre 2006, il a déposé un testament. En fait, le plan de révision des articles de la charte du Conseil de sécurité. Et dans cette réforme du Conseil de sécurité, il dit qu'il ne doit plus y avoir de droit de veto dans ce conflit où il y a crime contre l'humanité. Les crimes de guerre, crimes contre l'humanité sont définis d'une façon très très détaillée dans le statut de Rome, qui a donné naissance au recours pénal international, statut de Rome de 1998. Il y a un crime contre l'humanité, il ne peut pas y avoir, il y a caduc. Un droit de veto est caduc. Et la deuxième réforme qui ne concerne pas maintenant, c'est les sièges permanents selon migratoire, c'est-à-dire les sièges européens, la France, l'Angleterre, etc., devront quitter la permanence, la France et l'Espagne, etc. Asiatique, c'est justement la Chine, une fois ce sera périodiquement l'Inde, l'Indonésie, etc. Le siège américain, pas seulement les Américains, une fois le Mexique, le Brésil, le Canada, c'est bref, c'est l'autre. Le volet qui nous intéresse, abolir le veto en cas dans des conflits où il y a crime contre l'humanité avéré. 2006, dans les chancelleries, dans le ministère des Affaires étrangères, on enterre dans les tiroirs les plus profonds, je garantis les tiroirs sont profonds à l'ONU, ils ont enterré évidemment les propositions de testament de Kofi Annan. Maintenant, au Quai d'Orsay, au Foreign Office, à Auschwitz, au State Department, il y a des commissions qui se penchent sur les propositions de Kofi Annan et qui les ont reprises et disent comment on peut réformer les conseils de sécurité, abolir, réduire normativement, etc., le droit de veto. Et pourquoi tout à coup se réveille dans les grandes puissances qui dominent le conseil de sécurité? Parce qu'avec la guerre syrienne, avec ce massacre, ce bain de sang effroyable qui dure maintenant depuis mars 2011 et qui peut devenir une guerre de 30 ans ou de 100 ans, il n'y a aucune raison, aucune possibilité. Il ne peut être arrêté que par la diplomatie multilatérale. C'est que le chapitre 7 de la charte, les mesures qui sont prévues, la diplomatie multilatérale, l'arrivée des armistices, sécurisation des armistices par le casque bleu, corridor humanitaire pour soulager les populations, etc., on peut mettre fin à cette guerre effroyable. Et pourquoi cette guerre est particulièrement importante et particulièrement effroyable pour les grandes puissances détentrices du droit de veto? Parce qu'elles ont produit deux choses radicalement nouvelles. D'une part, les djihadistes,
d'une part, les djihadistes, c'est fou absolu qu'il n'existait pas, ou très minoritaire à certains moments de l'histoire, mais sur le mouvement mondial planétaire, que les démocraties ne peuvent pas maîtriser. Si un kamikaze est prêt à mourir pour tuer d'autres, eh bien aucun état de droit, et Dieu sait que la France est un état de droit, a des polices formidables, non mais quand il laisse les gilets jaunes, c'est la saloperie, mais c'est intolérable, bien sûr. Et surtout les Suisses qui exportent, c'est à Thun, c'est Brügge Thun qui fabrique les lance-balles, avec de l'acier, avec un moyen d'acier dedans, qui arrache les yeux, qui arrache les mains. Nous, l'oligarchie suisse, c'est fait du fric. Bon, bref, l'exportation est un scandale, et l'utilisation de ces armes par les forces de l'ordre, c'est évidemment totalement inadmissible et scandaleux. Que le Conseil d'État a ratifié ça, c'est incompréhensible pour moi. Le Macron l'utilise, c'est conforme à son idéologie. Mais je disais tout à l'heure, la France, quand même, c'est la plus vivante démocratie de ce continent, c'est un vrai état de droit avec des ratages, tout ce que vous voulez, mais il y a des corps de police. Je pense qu'ils font le boulot dans la lutte contre les djihadistes, les services secrets. On n'est pas en Albanie ni en Mongolie, on est au Botswana, on est en France, avec des institutions de sécurité, etc. Mais même la France ne peut pas garantir la sécurité absolue de ses citoyens, ni l'Allemagne, ni l'Amérique, etc. Les djihadistes sont frappés à Boston, à Bruxelles, à l'aéroport, dans le métro de Moscou, à Nice, à Paris, au Bataclan, etc. C'est fou, total, on ne peut pas. Aussi longtemps que dure la guerre de Syrie, il y a menace permanente sur chacun de nous de ces fous, total. Et ensuite, il y a 5 millions de réfugiés qui demandent d'entrer, c'est un droit universel, un droit de l'homme universel, ancré dans la Convention sur les réfugiés, signée par pratiquement tous les États de 1951. Si vous êtes persécuté dans votre pays d'origine, vous pouvez traverser la frontière et demander aide et protection. Ça signale pour toutes les sociétés occidentales la fin de la démocratie représentative. De la démocratie représentative. À quelqu'un qui pendant 4 ans ou 5 ans parle en moi, avec ma voix, eh bien les gens ne l'acceptent plus. Ils ne se sentent plus représentés légitimement par les gens ou par les footballs ou ailleurs. Ils veulent revendiquer le référendum initiative, etc. Une expression de droit direct. Si cette idée progresse d'une façon formidable dans la conscience collective, le rapport de force à l'intérieur de la société va changer. Et je pense alors que les règles juridiques vont suivre. Il faudrait devient conscience collective, pratique collective. Et c'est chacun de nous, c'est vraiment, il n'y a pas de, c'est ça que je dis toujours. Il n'y a pas d'impuissance en démocratie. Personne. De ce brillant exposé et d'avoir fait l'honneur de venir vers nous. Maintenant, il y a, alors Jean Ziegler va à l'espace librairie dédicacée. Le peuple se parle, le peuple apprend à se connaître.